Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors l'amphi est blindé. Donc au niveau sécurité, l'intervention va être retransmise dehors dans le hall, donc on ne peut plus accueillir les personnes, c'est ça le message. Et donc malheureusement, vous n'aurez que le son et pas l'image. Donc un grand merci à François Ruffin d'avoir répondu à l'invitation du collectif de mobilisation des personnels, d'avoir pris sur son temps, parce que c'est pas évident. Il parcourt la France au soutien de toutes les luttes. Ce soir, il est en soutien aussi pour un candidat de la France Insoumise à Saint-Gonens. Donc il a bien voulu consacrer quelques minutes, nous rendre visite et nous soutenir. Alors François Ruffin, vous le connaissez sûrement, mais peut-être pas tout le monde le connaît. Il est avant tout journaliste. Il est fondateur et créateur d'un journal qui s'appelle Fac-Ir. Fac-Ir, ça veut dire la révolte de la fac. C'est un journal à l'époque étudiant. Et déjà dans le premier numéro, il parlait d'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement supérieur. Donc il avait 24 ans à l'époque, maintenant il a pris un peu plus de bouteilles. Et je vous invite tous à lire, bien entendu, Fac-Ir et à vous abonner. Donc un grand merci à toi d'être parmi nous. Et voilà ce que je veux dire en introduction, je ne vais pas prendre plus de temps. Il y a un étudiant qui est là, une enseignante qui est là, donc et un personnel administratif. On essaie de représenter un peu la communauté universitaire qui dans ce combat est quand même unie. Et c'est que le début, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. La première chose, je veux dire, c'est une démarche de modestie parce que moi, votre lutte, j'ai découvert parce que Christophe, qui est mon préfet sur Toulouse, on a comme ça une administration parallèle, qui est mon préfet sur Toulouse, m'a envoyé un mail en me demandant de venir. Donc c'est pas comme si j'étais hyper informé de ce qui se passe ici, je veux pas faire semblant. Ensuite dans le métro, ils m'ont entouré pour m'expliquer très rapidement la situation de l'université aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'information minute et moi je préfère avant de parler, avant d'être la bouche, avoir des oreilles pour écouter ce qui se passe. Et il se trouve qu'aujourd'hui je vais un peu faire l'économie de cette étape, donc j'espère que vous me pardonnerez. Vous serez clément sur des inexactitudes, des choses comme ça. Moi, c'est vrai que je viens essentiellement pour soutenir Philippe Jiménez, pour qu'il soit élu, parce que comme on n'est que 17 sur les bancs d'assemblée dans le groupe, on serait 18, j'aurais moins de boulot. Donc c'est la raison essentielle de mon passage ici, c'est de vouloir moins bosser plus tard. Voilà. Mais je vais vous dire, à travers le peu d'informations que j'ai reçues, en quoi votre lutte, elle fait écho à des choses chez moi, quoi. La première chose, c'est qu'il y a une forte mobilisation du personnel administratif, ce qu'on appelle les non-enseignants, et c'est déjà un peu bizarre de les définir par la négative, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des femmes de ménage, mais je sais qu'il y a des bibliothécaires, il y a tout ça. Et je pense, je vois en face de moi, il y a donc il doit y avoir des représentants du personnel hospitalier aussi qui sont ici. Ils ont indiqué balance ton hosto, ennui un agent sur 2 postes, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement de balance ton port, de tout et tout ça, pour moi, devrait trouver une résonance au-delà du combat féministe. Je pense que dans toutes les entreprises, dans toutes les institutions, il y a besoin qu'il y ait une parole qui se lève d'en bas et qui vienne secouer le pouvoir en haut. Et je pense que là où je dis que le fait que ce soit le personnel administratif non enseignant qui ait démarré le combat, c'est bien la montée de ce qu'il peut y avoir par-dessous et qu'on fait lever et qui peut venir soulever le boulevard de la marmite. Donc voilà, la première chose. La deuxième chose, il me semble que cette histoire elle a commencé avec un référendum non respecté. C'est bien vu. Pour moi, le référendum non respecté est aussi un point de départ quelque part dans mon histoire politique, puisque tous ceux qui ont vécu le 29 mai 2005, au moment où la France dit non au traité constitutionnel européen à 55%, et où finalement, à partir de l'année d'après, à Lisbonne, on s'assoit complètement sur le vote de Français, je pense qu'en fait, ça reste la fracture la plus importante dans la vie politique française, et qu'il y a encore la définition des camps, elle se définit quand même autour aujourd'hui beaucoup du non et du oui à ce moment-là, et au fait que non seulement il y a eu un vote non qui était clair, mais qu'ensuite on se soit assis dessus. Donc le non-respect d'un référendum populaire, pris dans les 2 cas par l'institution, c'est bien l'institution qui avait décidé de ce référendum.
tout comme c'était Chirac qui avait décidé du référendum. Ça me paraît quelque chose qui met en cause le fonctionnement démocratique ou non démocratique des institutions. C'est la deuxième chose. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'alliance de classe. Bon, là-dessus, je suis très marqué par les propos d'Emmanuel Todd là-dessus, qui considère qu'aujourd'hui, le problème depuis les années 80, c'est le divorce de cœur sociologique de la gauche. C'est quoi? C'est le divorce entre le mouvement ouvrier, ou bien les catégories populaires, ouvriers employés, et de l'autre côté, la petite bourgeoisie intellectuelle et éduquée. Et il montre, enfin c'est moi qui montre en fait avec des chiffres parce que lui, Todd, il a des grandes intuitions et puis il fait balancer ça, puis tu te débrouilles avec. Mais j'ai mesuré la pertinence des propos de Todd tant sur le plan économique que sur le plan aussi du vote politique. Et ce qui se joue aujourd'hui dans votre université, à l'échelle locale, mais c'est la possibilité ou l'impossibilité de procéder à une réunion de ces deux cœurs sociologiques, avec évidemment les enseignants et avec de l'autre côté des étudiants issus des classes plutôt populaires, j'imagine, et aussi avec le personnel administratif. Donc je pense que là, il y a vraiment un enjeu de réussir à faire se réunir dans une lutte des profils sociologiques qui sont des profils sociologiques différents. Donc ça ne va pas de soi. Aussi, l'enjeu, alors ça c'est pour ce qui est du niveau local de votre lutte, ce en quoi votre lutte a fait écho au niveau local. Maintenant, aujourd'hui même, il y avait le passage, le retour de la loi sur la sélection à l'université, je me souviens plus du nom officiel, vous savez. Orientation. Réussite des étudiants. C'est quoi? Orientation réussite des étudiants. La loi OR. Vous savez, c'est toujours terrible, ces lois où il faut les lire comme 1984, quoi. Quand vous dites liberté, il faut chercher le contraire dans le dictionnaire. Voilà. Et donc là, on est là-dedans. Alors, des mots, c'est vraiment des mots. Confiance, on a eu confiance dans la vie publique. Il n'y a pas longtemps. Je digresse, c'est comme ça que je fais. On a eu confiance dans la vie publique. Et ben, ça voulait dire qu'il fallait moins embêter les dirigeants d'entreprise quand ils ne payaient pas leurs impôts. Vous voyez, il faut avoir des espèces de traductions. Donc là, c'est réussite à l'université des étudiants. On imagine ce que ça peut donner dans la réalité. Donc là-dessus, je voulais dire, oui, que mon premier dossier, il ne faudrait pas qu'on... Le problème qu'on a, c'est de ne pas faire croire que la situation existante est bonne. La situation existante, elle n'est pas bonne. Donc, c'est comment on fait pour être en réaction à ce qui nous est proposé, mais aussi à montrer qu'on est force d'une autre université ou d'un autre monde, qu'on est force d'autre chose. Je pense que là, il y a quelque chose qui joue, parce que c'est vrai qu'il y a des gens en 99, je faisais un papier, mon premier papier dans Fakir était très inspiré de Bourdieu, puisque c'était sur l'inégalité des chances à l'université. Et où, je crois, j'ai montré qu'il y avait 299 fois plus de chances qu'un fils de médecin devienne médecin qu'un fils d'ouvrier. Donc, c'était déjà en 99. Et bon, évidemment, ça m'a valu des blâmes de l'université, parce que c'est pas la faute des présidents du président de l'université si ça se produit comme ça. Mais il y a des forces sociales qui sont ça, et simplement, on a un devoir de les rendre visibles, quoi. Pour le projet de loi, là, et je pense que ça n'a fait que se renforcer. Avant, en fait, moi, comme je me considère toujours comme reporter, avant tout projet de loi dans lequel j'envisage de m'investir un petit peu, j'essaye de faire des réunions supérieures. Donc voilà, j'ai réuni une dizaine d'étudiants et on a discuté. Et j'étais frappé, je le savais déjà, et j'étais frappé par la proportion d'étudiants qui avaient des boulots à côté. Et c'est même plus des boulots à côté, c'est plutôt la fac qui devient les études à côté du boulot. Parce que la semaine, il y en a un boulot et le week-end, il y en a un autre. J'étais frappé par le nombre de personnes qui étaient amenées à s'endetter. Moi, là, j'ai en tête un gars qui voulait devenir archéologue. Donc cette année, il pouvait éventuellement s'orienter, c'était son rêve depuis qu'il était gamin, c'était de devenir archéologue. Et là, il fallait qu'il fasse un stage. Mais c'était un stage non rémunéré et qui allait l'entraîner à des centaines de kilomètres de sa ville de Amiens, quoi. Je suis d'Amiens. Donc ça allait l'entraîner là-bas, et donc il n'avait pas les moyens, très concrètement, il n'avait pas les moyens de payer une chambre ailleurs. Donc là, on voit bien très bien les obstacles matériels qui existent aujourd'hui
à la réalisation de soi, on va dire, à la réalisation de son projet. Donc il a arrêté, il est rentré dans un centre d'appel, Amiens fourmille de centres d'appel, et donc je pense que c'est une perte pour lui évidemment, mais c'est une perte pour le pays, quand les gens ils vont pas jusqu'au niveau de formation et de réalisation auquel ils peuvent aboutir. Évidemment, ce projet Macron sur l'université, il s'inscrit dans un projet plus vaste. Moi, il y a un an, j'appelais Macron le thatchérisme à visage poupin. Mais ça ne fait que se réaliser. C'est quoi? C'est l'idée que tout est marché. Tout doit rentrer dans le marché. La santé doit rentrer dans le marché, mais l'éducation aussi doit rentrer dans le marché, avec des étudiants qui sont là pour se présenter sur un marché des étudiants dans lesquels les institutions et les universités viendront faire leur tri, et ensuite un marché des universités entre elles qui opérera un classement avec une valorisation plus ou moins de telle ou telle marque, parce qu'à la fin ça terminera comme ça, les universités elles termineront par être des marques. Donc voilà le projet d'ensemble qui vaut évidemment pour tout ce qui est loi travail, tout ça, mais qui là se concrétise dans ce qui se passe à l'université. Je pense qu'il y a autre chose, peut-être sur un plan moins social et plus philosophique, c'est la réification, le fonctionnalisme, l'utilitarisme. Il y a une vision chez Macron qui est hyper utilitariste des gens, de la société, tout ça. C'est-à-dire qu'on est là juste pour remplir des fonctions à l'intérieur des entreprises, en gros pour être producteur de PIB, et ainsi de suite, sans se demander qu'est-ce qu'on porte comme notre âme, qu'est-ce qu'on porte comme envie, qu'est-ce qu'on porte comme espérance, qu'est-ce qu'on porte comme désir. Ça devient complètement secondaire à côté du fonctionnalisme économique. Bon, c'est quelque chose contre lequel, si je dirais, c'est même plus sur un plan de gauche ou d'avant, c'est sur un plan humaniste, c'est quelque chose contre lequel je pense qu'on doit résister. Alors résister à ça, pour moi, je pense qu'il n'y a que deux solutions. Il y a se soulever ou se soumettre. C'est être à genoux ou être debout. Moi, nous, notre mouvement s'appelle Picardie debout et c'est pas par hasard. Donc voilà, je pense que les chemins, il n'y en a pas des milliers. Alors ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des implications entre les deux, parce qu'on voit très bien la difficulté qu'il peut y avoir à se soulever individuellement face à un système qui est aussi puissant que ça. Donc généralement, on trouve des modes d'accommodement. Il faut bien trouver du boulot, il faut bien tout ça. Mais en revanche, je pense que sur le plan collectif, le soulèvement est encore possible. Et si je fais une intervention aujourd'hui à Toulouse, mais ce soir à Saint-Gaudens, c'est parce que j'espère que, je veux dire à la picarde, mais que vous allez lui mettre un coup de pied au cul depuis Toulouse ou depuis Saint-Gaudens. C'est ça là. L'enjeu, c'est d'avoir des points de conclure. Je pense qu'il reste une question qui vous est fortement posée, qui est fortement posée à tout le mouvement social depuis maintenant 9 mois et qui ne va pas de ça, mais qui ne va pas de soi, c'est comment on entraîne. Moi, j'ai toujours l'image de la locomotive, Christophe la connaît par cœur, mais l'avant-garde, on peut avoir une avant-garde qui sert de locomotive, mais il faut absolument qu'elle veille à toujours raccrocher les wagons derrière. Ne pas partir tout seul, mais se demander comment je fais pour entraîner derrière moi. Et ça veut dire pour vous, entraîner derrière vous. Et je n'ai pas de leçon à donner, c'est pas une leçon que je donne, c'est des interrogations que j'aimais à voix haute. C'est comment vous entraînez derrière vous plus largement dans cette faxi, comment vous entraînez avec vous par des coordinations plus largement au niveau national. Et il n'y a rien d'aisé. On est dans un temps qui est un temps de ressac politique, c'est comme ça. On vit un temps de recul post-élection Macron, on est encore dans ce choc politique-là, même si on voit qu'il y a déjà un reflux, avec notamment, par exemple, ça a plongé dans les sondages, il y a un certain nombre d'indices, les petites élections partielles qui montrent qu'il n'arrive pas à réélire ses candidats. Donc il y a un certain nombre d'indices qui sont là, d'un ressac. Maintenant, on est quand même encore dans ce temps-là, donc il y a une difficulté évidente pour vous à vaincre, gagner, mobiliser dans ce temps-là. Je la soulève, ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais c'est un obstacle sur le chemin. Et la deuxième chose, je le disais, c'est comment on se situe pas seulement en contre, mais aussi en pour. Parce que la vague d'avant, moi déjà, je me suis fait des chiens à la vague. Non, mais c'est un espace qui peut être un espace de, comment il dit Durkheim, d'anomie, c'est ça? Je me tourne vers la porte de psycho. C'est un espace qui peut être un espace d'anomie où on traverse comme individu, mais c'est bien, enfin, vous êtes rassemblés, ça prouve que vous n'êtes pas que des individus, mais ça peut être vécu par les étudiants comme un temps d'isolement, d'anomie et tout ça. Donc ça veut dire que c'est pas forcément la fac d'avant, elle n'est pas formidable. Ça veut dire qu'en même temps qu'on est contre ce qui nous est proposé, et c'est une évidence, on doit être pour autre chose. Pour que
ce temps de fac soit un temps d'émancipation personnelle à travers des projets collectifs. Comment, en fait, je pense que vous êtes dans un âge des possibles. Enfin, je m'adresse aux étudiants là plus qu'au personnel. D'accord. Je prétends réunir, et voilà, je le dis. Non, mais il y a un âge des possibles. Bon, je pense que dans les premières. Je me bagarre beaucoup en ce moment sur les écoles primaires. Vous savez, parce qu'il y a des fermetures de classes tous azimuts, comme il a décidé de faire le dédoublement des CP, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi, mais comme ça se fait à effectif constant, ça passe par plein de fermetures de classes. En ce moment, dans ma circo, je me bagarre là-dessus. Parce que je pense que les premières années de la vie sont des moments déterminants. Bon, il y a eu des études là-dessus, mais sur comment on va acquérir des savoirs et comment on va pouvoir susciter la suite. Mais je pense que le temps que vous vivez là est un deuxième moment déterminant. Comment on va sortir, avec quelle qualification, avec quelles envies, avec quelle confiance en soi, on va sortir de l'université. Je pense que c'est absolument déterminant. Moi, c'est ce qui m'a permis, j'ai lancé Fakir à ce moment-là, et heureusement, je n'avais pas de soucis matériels. Donc ça m'a évacué un truc pour pouvoir réaliser mon projet, et je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu ce coup de pouce, en un sens, en 99. Donc voilà, dans cet âge des possibles, comment on donne les moyens à chacun de se réaliser. Bon, c'est vrai que nous, avec la France Insoumise, on est pour qu'il y ait un revenu qui soit attaché à tout temps de la formation. Voilà, c'est la proposition qui est faite, que j'ai défendue à l'Assemblée nationale au moment de ce projet de loi, c'est de dire qu'il fallait qu'il y ait pour toute formation, et vous êtes en formation, il devrait y avoir un revenu qui est lié. Ça évacue pas tous les problèmes, mais ça évacue déjà la partie matérielle des problèmes. Voilà, je vous remercie, et puis je vais faire à Christophe. Et à la fin, c'est du combat. Gagné. Je vais présenter Marlène. Marlène, c'est une personne qui travaille à l'université, qui travaille à la bibliothèque. Ça fait 46 ans qu'elle lutte ici, à l'université du Mirail. Et on lui a promis, avant qu'elle parte, on lui a promis une victoire. Donc Marlène va t'offrir. Marlène va lui offrir non pas un t-shirt de l'université Toulouse-Jean Jaurès, mais un t-shirt de l'université Toulouse de Mirail, parce que Jean Jaurès, ils l'ont trahi ici. D'accord, je procède à la collecte tout de suite. On va pas taxer les pauvres étudiants, je vous dis qu'il n'y a pas d'argent. Les pauvres en France ne sont pas riches. Alors, qui veut parler? Politique ou député, j'ai toujours tendance à me retourner pour voir si on parle de quelqu'un d'autre. Non, vraiment, je me suis toujours pas fait à cette idée-là, et moi je suis ici, je dirais, comme une voix de la gauche, et essayer d'en mettre une conscience par les lectures et puis tout ça, plus que par le mandat que j'ai reçu qui me donne une légitimité, mais enfin voilà. Donc bon, ça c'est la première chose, mais ça regarde que moi à la limite. Ensuite, quelle est ma fonction essentielle et quel est notre adversaire? Je l'ai dit, je répète toujours, notre adversaire c'est toujours la finance, ça n'a pas changé, hein, mais c'est surtout l'indifférence. Et le combat le principal qu'on a mené tout le temps, c'est de trouver le chemin de ce qui va permettre de réveiller quelques personnes autour de soi, de ce qui va les sortir de la résignation, parce qu'aujourd'hui, si le pays tient derrière Macron, bien si ça ne bouge pas plus, c'est pas parce qu'il y a une satisfaction, c'est parce qu'il y a de la résignation, c'est parce que les gens ils y croient plus, c'est parce qu'ils espèrent plus en rien. Et notre principal adversaire, il est celui-là. Alors, si je viens ici, en effet, je l'ai dit dès le départ, vous reconnaîtrez mon honnêteté, de dire que je suis arrivé assez peu informé, mais je ne suis pas sûr que tout le monde aurait fait l'effort de faire des échanges de mails, de demander à avoir quelques courriers, machin, qu'il y a eu un référendum, un petit historique, enfin bon, qu'importe. Mais si je viens ici, c'est pour essayer de vous animer. Enfin, vous êtes déjà animé, mais d'abord de moi-même m'animer à votre flamme, parce qu'il y a le risque pour chacun du découragement quotidien. Et on a beau être à l'Assemblée nationale ou un représentant machin, c'est pas pour ça que ça ne travaille pas votre cœur non plus. Donc moi je viens me réchauffer au feu que vous allumez et essayer de vous apporter un peu de flamme qui vient d'ailleurs aussi. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire. C'est que moi, on peut être une voix à la tribune de l'Assemblée nationale, et il me semble que pour 17 bonhommes,
on fait le boulot du mieux qu'on peut. J'aurais préféré qu'on soit 50 ou qu'on soit 300, qu'on ait la majorité, et qu'à ce moment-là, on puisse se répartir les dossiers, que vous ayez un élu à Toulouse, et que Christophe, par exemple, et qu'à ce moment-là, en effet, il soit plus sensible au quotidien, aux difficultés que vous rencontrez, et tout ça, parce qu'il y a un effet de proximité. De vous avoir rencontré aujourd'hui, ça fait je ne vais plus parler de la situation des étudiants de la même manière, parce qu'il y a eu une discussion dans le métro dans les 10 minutes entre la gare ici. Donc voilà, tout a des causes politiques. Cette résignation, elle a des causes politiques. Elle a été voulue. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagouzes elles changeront de doigt, quand l'homme mari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même mon roquefilet, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé un bas salaire. C'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas y changeront de derrière, qui c'était qui changera de bignou, quand les rôles changeront de carte grise, quand Maximi changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors l'a dit, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Solo les mecs! Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de douche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils cangeront de tiède, quand chez Bagouze elles cangeront de doigts, quand l'Omari cangera de fourchette, chez les employés elle sera des rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les PDG.